What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Du nouveau dans l'exonération de la taxe d'assurance pour les voitures électriques en 2024. Volkswagen qui fixe une date pour son véhicule électrique à 20 000 €. Mercedes qui met tous ses cadres au 100% électrique en Allemagne. Pendant ce temps, c'est la Papamobile qui devient aussi électrique. Et enfin, Renault qui dévoile sans prévenir la nouvelle Twingo 100% électrique. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec notre confrère Andy David qui nous parlera de la Volkswagen ID.7. Nous retrouverons également l'interview de Guillaume de Boudemange, directeur France de Jeep. Et enfin, à la fin de cet épisode, les questions de nos auditeurs. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 92 du 18 novembre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et sur les assistants vocaux. Je vous rappelle également que nous avons mis en place un groupe WhatsApp afin que vous puissiez poster vos questions et vos commentaires au format audio. Le lien vers le groupe WhatsApp est indiqué dans le texte de cet épisode sur Ocha et sur Automobile Propre. Il y a déjà dans ce groupe pas loin de 80 membres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, vous aurez certainement remarqué que le podcast fait peau neuve progressivement avec cette semaine, sur cet épisode, un nouveau générique. J'espère qu'il vous plaira. Nouvel habillage sonore aussi avec des virgules sonores qui ont été un petit peu remaniées et renouvelées. Un nouveau nom également. Le podcast s'appelle maintenant What's Up, avec évidemment WA2TS pour le Watt. Et un nouveau slogan, une nouvelle baseline. What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Et puis, on ira progressivement aussi vers un nouvel habillage graphique qui devrait arriver dans les prochaines semaines pour repartir vraiment sur un podcast tout neuf d'ici la fin de l'année ou début d'année 2024. L'actu de la semaine. Nous en avions parlé la semaine dernière suite à la question d'un auditeur. Les acheteurs de voitures électriques continueront finalement à bénéficier d'une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, en 2024, selon le projet de loi de finances. Initialement prévu pour prendre fin en 2023, fin 2023, cet avantage fiscal sera prolongé avec des amendements adoptés par le gouvernement. Les acquéreurs de véhicules électriques en 2024 bénéficieront d'une exonération totale de la TSCA pendant 12 mois, suivie de 50% l'année suivante, puis 0%. Pour ceux ayant acheté une voiture électrique en 2023, l'exonération sera de 50% en 2024, puis 0%. En outre, un amendement maintient l'exonération illimitée dans le cadre du leasing social pour les voitures électriques à 100 € par mois, dont le projet sera finalisé dans le courant du mois de décembre, ce qui contribuera à réduire la prime d'assurance de 12 à 15%. Cependant, malgré cette exonération, les primes d'assurance auto devraient augmenter de 4 à 5% en 2024 en raison de divers facteurs, notamment les événements climatiques et les coûts croissants de réparation des véhicules, et plus particulièrement des véhicules électriques. Mercedes franchit une étape majeure vers son objectif de devenir une marque entièrement électrique d'ici 2030 en transformant toutes les voitures de fonction de ses employés en Allemagne en modèles 100% électriques. Actuellement composée principalement de véhicules thermiques et hybrides, la flotte de 5000 voitures de fonction sera entièrement électrique. Cette décision fait suite à l'observation d'une préférence croissante des collaborateurs pour des modèles à batterie au cours des derniers mois, avec une multiplication par 4 du nombre de voitures électriques dans la flotte de Mercedes entre 2022 et 2023. La stratégie de la marque, plaçant les véhicules électriques au centre de son avenir et de son futur, vise à arrêter la production de véhicules thermiques d'ici 2030, sous réserve des conditions du marché. D'ici 2025, chaque modèle de Mercedes aura sa propre version électrique, renforçant ainsi l'engagement de la marque en faveur de la mobilité électrique. On parle encore de Volkswagen qui décidément fait l'actualité en ce moment. Volkswagen a annoncé la sortie de son modèle électrique à 20 000 € au cours de la décennie à venir. Bon, alors là, il se mouille pas trop, Selon le PDG Oliver Blume, cette annonce intervient après les avancées de Renault vers une voiture électrique à moins de 20 000 €. La réduction du coût des batteries grâce à l'unification des cellules sera cruciale pour atteindre ces objectifs selon Oliver Blume. L'ouverture de l'usine de batterie de Salzgitter en 2025 marquera le début de cette transformation, permettant à Volkswagen de lancer son modèle ID.1 à 20 000 €. Avant cela, la marque prévoit de lancer l'ID.2 ou l'ID.2 All, dont on a déjà beaucoup parlé, estimé à moins de 25 000 €.
Le Saint-Siège franchit une étape majeure vers la mobilité électrique en recevant 40 véhicules électriques de Volkswagen. La flotte du Vatican sera progressivement convertie avec des modèles ID3, ID4 et ID5, marquant ainsi un engagement fort en faveur de la transition énergétique. Les deux premiers véhicules, les ID3 Pro Performance, ont été remis en présence du pape François, soulignant l'importance de l'initiative pour lutter contre le changement climatique. Le Vatican estime que les signes du changement climatique sont de plus en plus évidents et appelle à une transition rapide vers les énergies renouvelables. Volkswagen a signé un joli contrat, en tout cas un contrat d'image, et accompagne la cité-État dans cette transition avec l'objectif d'électrifier l'ensemble de sa flotte d'ici 2030. Enfin, je vous ai gardé la grosse info de la semaine pour la fin. Luca De Meo, le directeur général de Renault, a présenté le concept de la future Twingo électrique lors d'une conférence marquant le lancement d'Ampère. Baptisé Twingo Legend, ce prototype préfigure la remplaçante de la Twingo électrique prévue pour 2026. Arborant un style néo-rétro qui rappelle un peu la première Twingo, et beaucoup même, la nouvelle citadine affiche un design distinctif avec des éléments réinterprétés, tels que la prise d'air en 3 parties sur le capot et la poignée de portes rondes. À noter quand même que cette voiture sera dotée de 5 portes, contrairement à la première Twingo qui était une 3 portes. Renault continue ainsi sa stratégie d'accessibilité à la voiture électrique en fixant le prix de base de la future Twingo électrique à moins de 20 000 €, sans prendre en compte les bonus. Cette nouvelle approche vise à rendre la voiture électrique abordable pour un public plus large. Et on sait que de nombreux constructeurs vont essayer de s'engouffrer dans la brèche, à commencer par Citroën, qui avait annoncé l'IC3, et puis Volkswagen, qui vient d'annoncer aussi une petite berline, une petite citadine, aux alentours de 20 000 € également. La production de la future Twingo se fera en Europe, plus précisément dans une usine de Novo Mesto, en Slovénie, où est déjà assemblée la Twingo actuelle. Outre le prix d'achat compétitif, Renault mise également sur des économies à l'usage, avec une consommation annoncée de seulement 10 kWh au 100 km. Bien que l'autonomie puisse être un peu limitée en comparaison des modèles plus coûteux, Renault estime que cette Twingo électrique répondra aux besoins urbains typiques, avec une clientèle parcourant en moyenne 30 km par jour. La sortie de la Twingo électrique est prévue pour 2026. L'interview de la semaine. Bonjour Guillaume de Boudemange, vous êtes directeur France de la marque Jeep. Jeep, c'est combien de personnes en France ? Alors bonjour Eric, des salariés 100% exclusifs Jeep, nous sommes entre 20 et 25. Il faut savoir que dans son organisation, Stellantis France travaille beaucoup en transverse avec des fonctions qui sont multimarques et donc dédiées aux 8 marques de Stellantis. Donc 20-25, 100% Jeep, mais tout ce qui est développement réseau, vente aux professionnels, tout ça, c'est du transversal qui s'occupe de Jeep également. D'accord, très bien. Donc c'est une organisation particulière et propre au groupe Stellantis. Vous avez combien de concessions ou points de vente ou stores, je ne sais pas comment on appelle ça chez Jeep ? Alors, on a 140 points de vente. Ce sont des distributeurs avec un modèle de distribution complètement classique qui sont répartis sur la totalité du territoire français. Vous êtes arrivé chez Jeep il y a un peu plus d'1 an, je crois, c'est ça ? Le 1er janvier 2022, 18 mois. 18 mois. Quels ont été vos premiers chantiers à votre arrivée chez Jeep ? Est-ce que ça a un rapport direct avec l'électrification de la gamme ? Alors, c'est précisément cette révolution électrique qui était ma première mission qu'on m'a confiée dans le cadre de la feuille de route de Jeep France. C'est-à-dire que Jeep a été la première marque du groupe Stellantis à fermer les essences et à fermer la commercialisation des véhicules diesel. C'était un pari courageux parce que ces motorisations représentaient 40% de nos ventes. Et dès le 1er juin 2022, on a dit Jeep va se concentrer sur l'électrique, le plug-in hybride et l'hybride. Donc en fait, vous répondez un peu à votre façon à ceux qui disent que Stellantis n'est pas réellement engagé dans l'électrification. En fait, si, avec une marque comme Jeep qui aujourd'hui a toute sa gamme électrifiée. Alors exactement, et je pense que le choix était pertinent parce que Jeep était la marque de Stellantis qui avait le plus besoin d'aller vers cette électrification, et étant entendu qu'on a encore l'image des Jeep avec les gros moteurs V8 américains qui consomment beaucoup de CO2 et beaucoup d'essence, et donc du coup, plus que n'importe quelle autre marque, on avait besoin justement d'aller vers cette électrification. Alors vous avez combien de modèles aujourd'hui dans la gamme Jeep ? Donc Renegade, Avenger, BSUV, Compass, CSUV, Wrangler et Grand Cherokee, des SUV. D'accord. Et donc, tous sont hybrides ou électriques ? Tous sont hybrides rechargeables, électriques ou hybrides.
Alors, le modèle électrique, pour l'instant, qui est le seul au catalogue, hein, c'est l'Avenger, qui a été présenté, je crois, en 2023, début 2023. C'est une voiture qui est donc 100% électrique, mais qui a paradoxalement aussi un modèle, une version essence. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors effectivement, au départ, la stratégie était de commercialiser Avenger uniquement en 100% électrique, hein, ce qui était une révolution. On appelle ça un game changer pour la marque Jeep, la première Jeep 100% électrique. Mais néanmoins, nous sommes aperçus que actuellement, les 100% électriques représentent à peu près 15% du marché. Et nous avons besoin de nous adresser sur 100% de nos clients qui adoraient effectivement le design, les qualités dynamiques d'Avenger, mais qui ne souhaitaient pas forcément basculer sur du 100% électrique. Donc on avait une demande très forte de nos distributeurs de commercialiser également une version essence, ce que nous avons fait sous forme donc d'une série spéciale, un seul niveau de finition, une offre très claire, très simple, ponctuelle, pour pouvoir commercialiser Avenger également en essence. Alors ça signifie quand même qu'il est encore difficile de convaincre tous les clients de passer à l'électrique, et notamment en entreprise, puisque vous avez aussi des clients flotte sur ce type de modèle. Alors effectivement, que ce soit une clientèle particulière ou une clientèle entreprise, on a convaincu une certaine frange de clients, et maintenant nous avons besoin de lever les freins chez une deuxième partie de nos clients. C'est un peu plus complexe que ce qu'on avait pu imaginer malgré toutes les incitations qui sont mises en place, et donc c'est pour ça que nous avons adapté notre discours et notre offre produit. Quel est votre mix flotte et particulier? Alors Jeep est encore une marque qui est très présente chez les particuliers, donc qui représente à peu près 40% de nos ventes. Par contre, on vient de faire une percée très significative chez des grands comptes. Pour reprendre l'exemple d'Avenger en 100% électrique, on a été référencé chez Vinci, chez Bouygues, chez Orange, chez Thales, des entreprises du CAC 40 français qui n'avaient jamais considéré Jeep jusqu'à présent, parce que encore une fois, l'image de nos véhicules n'était pas bonne et nous étions considérés comme des véhicules qui émettaient beaucoup de CO2. Et donc, grâce à cet Avenger électrique, voilà, notre révolution porte ses fruits et maintenant nous sommes référencés chez eux et nous obtenons des commandes sur du 100% électrique. D'accord, donc là il y a une petite révolution culturelle quand même qui est en train de se faire. Alors quand on parle de Jeep, effectivement, on a souvent en tête l'image de SUV, qui soit gros ou moins gros d'ailleurs, mais aujourd'hui 100% de votre gamme est composée de SUV. On sait que les SUV ont la cote auprès, c'est très paradoxal, ils ont la cote auprès du public, mais en même temps ils ont mauvaise réputation. Alors comment vous faites pour améliorer votre image ou l'image de votre gamme qui n'est constituée que de SUV? Alors effectivement, c'est un pari qui est très très ambitieux, très complexe. Déjà, Jeep ne fait que des SUV, ne fera toujours que des SUV. Il est hors de question qu'on sorte de notre ADN. Et ensuite, on travaille sur l'image justement par cette électrification de nos modèles, en mettant des SUV qui émettent 0 grammes de CO2 en roulant. Forcément, on modifie l'image. Et ensuite, on joue sur les valeurs de la marque Jeep, qui sont plutôt la liberté, l'authenticité et la nature. C'est-à-dire que quand vous faites un sondage, un Jeep Wrangler n'a pas la même connotation qu'un autre SUV premium allemand. Et les gens vont avoir effectivement une image de ce Jeep Wrangler qui est associée encore une fois peut-être à la Willys du débarquement il y a 80 ans, qui est complètement différente de celle qu'ils peuvent avoir de concurrents premium allemands. Donc on joue justement sur les valeurs de la marque Jeep qui sont là depuis 80 ans, la liberté, l'authenticité, la nature. Est-ce qu'il serait envisageable que vous puissiez attaquer la gamme par un modèle encore un peu plus petit que l'Avenger, c'est-à-dire un SUV très compact urbain? Alors, c'est pas prévu au catalogue. Ce n'est pas prévu dans nos plans produits. Je pense qu'avec un BSUV de 4,08 m, l'Avenger est déjà la plus petite Jeep jamais commercialisée historiquement. Et cette Jeep est tellement, je pourrais dire petite, mais tellement adaptée au marché européen et pas adaptée au marché américain que c'est la seule Jeep qui n'est pas vendue aux États-Unis. Donc là, vous voyez, en termes de diminution de la gamme de nos véhicules, je pense qu'on a déjà fait un sacré pas et il n'est pas prévu d'aller encore plus loin en termes de diminution de la taille de nos véhicules. Alors cette voiture, la Jeep Avenger électrique, a été élue voiture de l'année 2023. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes? Vous l'avez senti? Même si vous n'aviez pas vraiment de comparaison. Évidemment, sur les ventes, sur l'image, sur la perception, sur la notoriété de la marque Jeep. Il faut savoir que Jeep est une marque avec une notoriété spontanée relativement faible.
quand vous interrogez des gens dans la rue, que vous leur demandez de citer des marques automobiles, il y a que 6% des gens qui vont vous citer Jeep. D'accord. Et Avenger a été là aussi ce qu'on appelle un game changer. C'est même plus qu'un game changer, c'est un game révolutionnaire parce que justement on a énormément augmenté notre notoriété grâce à Avenger. Au niveau de la fabrication des voitures, donc l'Avenger électrique est fabriquée sur la même plateforme ou la même base que la Peugeot i2008, c'est ça? Exactement, et que la Fiat 600 également. D'accord. Et elles sont fabriquées où du coup? Alors Fiat 600 et Avenger sont fabriqués en Pologne, donc en Europe. Donc nous serons éligibles au bonus l'année prochaine. 2024. Avec, c'est très important de le préciser, vous savez que le groupe Stellantis a fait le pari de réindustrialiser énormément en France, avec la construction de Gigafactory, mais également la construction d'une usine qui jusqu'à présent pouvait être dédiée à la production de moteurs diesel, qui ont complètement été rénovés pour pouvoir produire des moteurs 100% électriques. Et les moteurs de cet Avenger sont produits à Metz en Moselle. D'accord. Concernant la clientèle, on a parlé de l'évolution de la gamme. Alors, généralement, dans les grands groupes, la clientèle évolue aussi un petit peu avec l'évolution des gammes. Vous le sentez, ça? Vous avez des nouveaux clients, des gens qui n'auraient jamais acheté une Jeep et qui aujourd'hui disent l'Avenger électrique, ça me plaît. Nous sommes à 80% en conquête avec Avenger. Donc, on s'adresse pas à notre clientèle, entre guillemets, fidèle et traditionnelle. Et effectivement, beaucoup de conquêtes, notamment sur Mini. Que Avenger a un positionnement relativement proche des clients Mini, donc nous reprenons pas mal de Mini. Donc nous sommes sur des petites voitures du segment B, plutôt premium. Donc nous sommes très satisfaits d'accueillir ces nouveaux clients et de leur apporter un niveau de prestation qui mérite leur confiance. Quelle est l'autonomie WLTP de la Jeep Avenger électrique? 400 km d'autonomie grâce à une batterie de 54 kWh. Et la vitesse de recharge, la puissance? Et la vitesse de recharge, donc au maximum, on est à 100 kWh. Donc du coup, ce qui veut dire que donc il faut faire le calcul, on peut recharger en 4 heures. D'accord. Dernière question sur la feuille de route de votre gamme électrique. Il y a d'autres modèles qui vont arriver. Vous avez une visibilité là-dessus, une capacité d'en parler un petit peu? Alors, tous les futurs modèles Jeep qui arrivent seront proposés soit en 100% électrique, soit en 100% électrique et plug-in hybride. D'accord. Donc toutes les motorisations diesel essence sont complètement sorties du catalogue des véhicules qui vont être commercialisés en Europe. Et nous avons déjà annoncé 3 futurs modèles qui arriveront en 2025. Donc le Wagoneer S, qui sera un gros SUV plutôt routier avec 600 km d'autonomie, qui sera du 100% électrique. Le Recon qui, lui, reviendra plus sur les capacités off-road de la marque et donc ce sentiment de liberté qui sera également en 100% électrique. Et le futur Compass qui sera, lui, en 100% électrique ou en plug-in hybride. Donc, effectivement, vous avez raison. Maintenant, comme beaucoup de constructeurs, 100% de nos futurs produits seront à minima plug-in hybride. Une autre question qui me revient comme ça... question un petit peu technico-pratique sur l'Avenger, donc qui est bâti sur la même plateforme que le i2008. Vous sortez donc une série limitée essence. Comment ça fonctionne? Ça n'a pas été trop compliqué de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de transformer une voiture électrique en voiture à essence? Ou c'est une plateforme différente? Comment vous avez fait ça? Alors non, c'est la même plateforme, mais qui n'est pas une plateforme qui a été conçue pour des modèles 100% électriques. Okay. Donc elle prévoyait justement la possibilité d'avoir une motorisation thermique. Et pour être complètement transparent avec vous, cette motorisation thermique existait déjà en Italie et en Espagne, qui sont 2 pays dans lesquels le taux d'électrification est beaucoup plus faible que la France. Donc pour nous, l'homologation européenne était déjà faite. Il s'agit juste d'un choix stratégique de commercialisation de ce véhicule en France. Très bien, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors ma femme, je lui ai acheté une voiture électrique, un Avenger 100% électrique, et là moi pour l'instant je suis en moteur hybride. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a la chance de bénéficier de voitures de service dont on change fréquemment et qu'on prend un petit peu les véhicules qui sont disponibles actuellement. Voilà. Vous l'avez essayé l'Avenger? Vous-même? Bien sûr, je roule avec. Comme c'est la voiture de ma femme, moi le week-end je lui pique sa voiture. Vous aimez ça? Honnêtement, ça fait 25 ans que je travaille dans l'automobile et cet Avenger elle est dans le top 3 des modèles avec qui j'ai le plus de plaisir à conduire, avec qui j'ai le plus de plaisir de travailler sur sa stratégie de lancement, parce que c'est vraiment une voiture exceptionnelle qui gagne à être connue, qui est très polyvalente,
Elle n'a pas une grosse batterie et un gros poids, ce qui lui donne beaucoup de dynamisme, une autonomie qui est satisfaisante, et un design qui est juste extraordinaire. Non, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Combien le poids? 1600 à peu près, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Ouais, ce qui est une jolie performance pour une voiture électrique qui a quand même 400 km d'autonomie de WLTP. Exactement, c'est cette polyvalence-là, donc des consommations qui sont maîtrisées et une autonomie qui nous permet d'avoir, comme vous le dites, ces 400 km. Très bien, merci beaucoup Guillaume de Boudemont. Je rappelle que vous êtes directeur France de la marque Jeep. Merci. Merci Eric. Bonjour Andy David. Bonjour Eric. Alors Andy, tu es journaliste à Automobile Propre et tu fais régulièrement des essais de lancement de nouveaux modèles électriques. Alors, il se trouve que la semaine dernière, on était ensemble sur des essais de la nouvelle Volkswagen ID.7, qui est la nouvelle berline premium, même si VV n'aime pas trop ce terme, de Volkswagen. C'est une berline 100%, une grande berline 100% électrique qui arrive donc sur le marché européen. Nous avons eu l'occasion de faire quelques kilomètres à son volant la semaine dernière dans le sud de la France. Et tu as donc publié cette vidéo, cet essai complet sur Automobile Propre cette semaine. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet et que tu nous confies tes impressions sur cette voiture, qu'on revienne un peu en détail. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, quand le podcast a été enregistré et diffusé, nous étions encore sous embargo. Alors embargo, c'est un terme qui désigne en fait un délai que nous imposent certaines entreprises avant de diffuser des informations. Donc l'embargo sur l'essai de la Volkswagen ID.7 était libéré lundi à minuit, dimanche soir à minuit plus exactement, ce qui a d'ailleurs expliqué que de nombreux essais soient sortis pile ce jour-là à minuit. Et du coup, moi, je pouvais pas en parler dans le dernier podcast. J'avais simplement fait l'interview du directeur France de Volkswagen. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur cette voiture. Donc, c'est quoi cette VV ID.7, Andy? C'est une voiture qui est placée un petit peu bizarrement parce que sur le format, si on regarde la longueur, c'est 4,96 m. C'est à peu près la même taille, le même format qu'une Tesla Model S, par exemple. Donc, on est au-dessus des berlines familiales, je dirais, format Tesla Model 3 qui est à 4,72 de mémoire maintenant, avec la version Highland. Donc, si on se résume, voilà, c'est une voiture qui est placée au pays des grandes berlines, mais qui, côté prestations et niveau de puissance, est plutôt voisine, justement, d'une Ioniq 6, d'une Tesla Model 3, etc. Donc, on a une voiture qui est un petit peu entre deux eaux. Et ça peut faire à la fois son intérêt ou sa malédiction. Ça, on va le voir, on va en reparler un petit peu plus loin. On est aussi, c'est la plus grande Volkswagen de la famille électrique. On sait qu'il y a l'ID3 qui a été lancée en 2019 et qui était donc, on va dire, l'équivalent de la Golf. ID4, ID5 qui sont des SUV un petit peu plus gros. Là, on est vraiment sur la grande berline traditionnelle. Ça remplace quelque part un peu la Passat, mais au plus grand format. Et puis, voilà, c'est une voiture qui est un petit peu placée entre deux eaux. C'est comme ça que je la résumerai. Et du coup, elle arrive dans quel contexte avec Volkswagen là? Parce que j'ai posé la question la semaine dernière à Gary Heimberg, le directeur de Volkswagen France, en lui disant finalement qu'il y a eu plusieurs annonces successives, mais qu'on avait un peu du mal à s'y retrouver. Et on avait l'impression que le marché attendait plutôt une petite compacte de type Volkswagen ID2 All. Et finalement, Volkswagen nous dégaine cette grande berline. Alors, je vais revenir un peu dans le passé. Et revenir en 2018, j'avais eu l'occasion dans un événement de voir entre guillemets tout le futur de Volkswagen et il y avait notamment cette voiture qu'on a vue là, l'ID7. Et quelque part, cette voiture était prévue depuis le départ sur la grande plateforme MEB qui est celle des autres véhicules électriques de la famille Volkswagen. Et quelque part, c'est aussi un petit peu son problème. Cette voiture a été conçue assez tôt dans le cycle de produits et sur la première génération de voitures électriques. Et aujourd'hui, ça se voit parce que je pense que, point de vue prestation, elle est un petit peu derrière certaines de ses rivales, en tout cas sur son format. Ce que on peut dire aussi sur Volkswagen, c'est pas la joie. Alors, je me suis amusé à aller voir un petit peu les chiffres de vente. Même sur son marché allemand, la marque elle est passée en un an de 18 à 16% de part de marché. La Golf, elle a perdu 30% de ses ventes en Allemagne sur un an. En France, la Golf elle a été traditionnellement dans le top 10 des ventes, aux portes du top 10, et là, elle est à 35e place. Et surtout, sur l'électrique, il ne se vend absolument rien, parce que les ID4, ID5, Audi Q4, qui sont aussi sur la même plateforme, sont fabriqués à Zwickau, l'ex-usine Trabant, la ligne, elle est arrêtée provisoirement. L'usine de Dresde, qui faisait des ID3, vous savez, c'était ce projet un peu vaniteux à l'époque de Ferdinand Piëch, à la grande époque de Volkswagen,
C'était une usine en verre avec une parquet par terre, etc. Là, on a annoncé qu'on l'a fermée. Oliver Bloom, le grand patron qui a remplacé Herbert Diess, a dit que voilà, on allait couper tout ce qu'on pouvait. Et donc, cette voiture elle arrive dans un contexte très, très difficile. Après, si on veut se rassurer, on peut se dire que tous les 30 ans, Volkswagen a une grande crise. C'était le cas dans les années 60, quand ils n'arrivaient pas à sortir et à faire autre chose que la coccinelle. C'était le cas dans les années début 90, quand c'était la grande crise en Allemagne, post-réunification. Là, on est aussi dans une période un petit peu difficile. Et puis, on lance des produits qui ont été conçus au début de l'électrique, ou en tout cas à l'époque où il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, l'idée 2 qu'on attend, qui doit être la voiture qui doit populariser le genre et vraiment faire basculer Volkswagen, ce sera pour 2025. Donc, il va falloir encore un petit peu attendre. Donc, effectivement, une grande berline qui arrive dans un contexte un peu difficile, en plus sur un marché où on a l'impression que les consommateurs ne sont pas forcément en attente de ce type de produit, c'est-à-dire des grandes berlines à plus de 60 000 euros. Il y aura un marché, Monsieur Heimberg nous l'a confirmé, un marché notamment, il vise 70% de part de marché avec des ventes de cette voiture sur les flottes, c'est-à-dire les voitures d'entreprise. Alors, si on revient sur ce modèle précisément, quelles sont tes impressions générales déjà sur la voiture et puis tes impressions de conduite? Alors, je dirais que la voiture quand même, elle a plusieurs aspects que je dirais positifs. Déjà, ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup de critiques dans le monde Volkswagen, en tout cas sur la présentation, sur la finition, etc. Et là, on est revenu à des standards qui ressemblent plus à ce que faisait la marque auparavant. On a une voiture qui est plutôt bien finie. Alors, il y a toujours les petits plastiques qui se baladent en bas, durs, etc. Mais ça, franchement, je trouve que c'est pas très grave. On est revenu au Volkswagen avec les surpiqûres, les petites finitions, les petites choses qui font plaisir à l'œil, qui sont importantes pour les clients Volkswagen, parce qu'on pourrait se dire qu'on s'en fiche, que c'est pas grave, etc., et que les gens ont abandonné cet aspect-là. En vrai, lorsqu'on regarde tous les retours qui ont été faits sur l'ID3 et l'ID4 et l'ID5, c'est quand même la principale critique des gens qui l'ont acheté. Donc, voilà, il faut souligner ce point-là. C'est une voiture plutôt confortable, c'est une voiture plutôt agréable, elle est assez bien insonorisée. Je rajouterais aussi qu'elle a un grand coffre qui est assez pratique. Alors, il n'est pas forcément énorme en volume, c'est 532 litres, ce qui n'est pas gigantesque. Il n'y a pas de frunk, ça c'est la petite critique. En revanche, il y a un haillon, et ça, par exemple, par rapport à une Tesla, ça fait une petite différence. Ça facilite notamment le chargement. Il y a énormément de place aux places arrière. C'est une voiture très agréable en utilisation autoroutière, etc. Je souligne, et je pense que Eric, tu seras d'accord avec moi, puisqu'on l'a remarqué tous les deux. Globalement, les aides à la conduite, et notamment le maintien de ligne et le régulateur intelligent, sont effectivement intelligents. Ça marche plutôt bien. On a juste eu une petite confusion quand la voiture elle avait un panneau 70 pour la sortie, mais que finalement elle l'a considéré comme étant pour elle. 286 choix, un nouveau moteur qui a un petit peu plus d'aimant que ce qu'on avait juste ici sur la gamme Volkswagen, qui a été fait avec Bosch. Donc je dirais que le produit il est plutôt raffiné, la voiture elle est plutôt convaincante. Et après, il y a des points qui me plaisent un petit peu moins. Si je devance peut-être la question, mais pour moi, il y a quand même... alors déjà, le tarif, parce qu'on démarre autour de... Alors c'est 62 650 €, mais avec une dotation quand même intéressante. Mais on est évidemment bien au-delà de ce que fait Tesla avec une Model 3. Après, on est dans un format un peu plus grand. Si on veut comparer des voitures qui sont un peu plus proches, il y a la Mercedes EQE, qui fait un petit peu mieux niveau confort et qui a les roues arrière directrices, qui fait un petit peu mieux notamment avec l'option suspension pneumatique. On a eu la BMW i5 aussi, dans le même genre de tarifs et de prestations. En revanche, pour moi, il y a une voiture que je trouve intéressante à comparer, c'est la Ioniq 6, qui fait 11 cm de moins, donc la différence n'est pas énorme. En revanche, la Hyundai, elle a un gros atout, c'est la vitesse de recharge. Et c'est pour ça que je disais que cette voiture, elle est un petit peu, pour moi, elle est un petit peu dépassée, ou en tout cas, elle faisait partie du premier plan produit et de l'ancienne plateforme MEB. Et c'est un problème parce que la puissance de recharge, elle est limitée à 170 kW, en tout cas sur cette version qu'on a essayée, donc c'est la petite entre guillemets batterie qui fait 77 kWh net. Si on prend une i5 de chez BMW, c'est 205, et puis alors si on va sur une Ioniq 6, là on est au-delà de 230, et donc on a la capacité de faire de la vraie autoroute, de la vraie distance, parce que oui, on s'arrête tous les 300 km, mettons, mais on s'arrête 15 minutes.
Là où avec la Volkswagen, on va s'arrêter une demi-heure. Donc, ce que je disais dans l'article que vous pouvez lire sur Automobile Propre, c'est l'arrêt, il est plus courte paille que Selecta Café. Et pour moi, c'est un problème parce que cette voiture s'adresse à des professionnels, elle s'adresse à des gens qui n'ont pas de temps à perdre. Quelque part, cette offre technologique et ce choix par rapport à comment la voiture est placée d'un point de vue tarifaire et à qui elle s'adresse, il y a un petit décalage que je trouve un peu gênant. Et en plus, alors là, si on parle purement du marché français, les gens ne veulent plus de berline. La seule qui est dans le top 100 et qui reste dans le top 100, c'est la Tesla Model 3. Pour le reste, les choses sont très compliquées. Monsieur Gary Timberg, le patron de Volkswagen France, m'a glissé qu'il visait à peu près 1600 voitures par an sur le marché français. On peut se dire qu'effectivement, c'est un objectif assez bas. On peut aussi le voir comme un petit peu optimiste parce que ça va être pas facile de vendre cette voiture. Sans parler d'une version entre guillemets sport ou performance qui sera la GTX, qui sera aussi probablement dévoilée au printemps, qui va faire aux alentours de 350 chevaux. Donc pour ceux qui aiment des voitures un petit peu plus musclées et qui, avec toutes ces options, va aussi taper dans les 80 000 euros facile, quoi. Donc, ok, très bien. Écoute, suite au prochain épisode avec les annonces de la ID2All officielle et qui sera donc la Polo électrique, on va dire, pour résumer de façon un petit peu simpliste. Et on est très impatient de voir ça. Ça sera plutôt à l'horizon 2025. Merci beaucoup, Andy. Les auditeurs envoient les watts. Bonsoir, Jean-Marc. Merci à toute l'équipe d'Automobile Propre d'avoir ouvert ce groupe WhatsApp pour pouvoir s'exprimer et poser nos questions. Et la mienne est la suivante. Nous voyons de plus en plus de véhicules chinois sur nos routes, notamment MG pour ne citer que. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement des pièces détachées en cas de problème ? Il semblerait que ce soit assez compliqué pour eux, notamment pour des pièces de vitrage. Voilà, si vous avez un retour, ce serait intéressant d'en savoir plus et encore bravo pour tout le travail que vous faites. À bientôt. Bonjour Jean-Marc et merci pour la question. Alors effectivement, après vérification, il semblerait que la disponibilité des pièces détachées pour les voitures électriques chinoises importées en Europe soit un problème. Enfin, en tout cas, puisse poser problème. Ça serait lié à plusieurs facteurs, notamment la distance entre la Chine et l'Europe, qui rend la livraison des pièces plus longue et plus coûteuse, la différence de normes entre les deux continents, qui peuvent compliquer la compatibilité des pièces, et puis aussi la concurrence croissante sur le marché des voitures électriques, qui pousse les constructeurs chinois à réduire leurs coûts, notamment en limitant les stocks de pièces détachées. Alors le problème est particulièrement visible pour les vitrages, en effet, qui sont des pièces sensibles et coûteuses. Les vitrages des voitures électriques chinoises sont souvent fabriqués sur mesure, ce qui rend leur remplacement plus difficile et plus cher. Mais enfin, ça, c'est un petit peu partout pareil. En France, la Fédération française de l'automobile a alerté sur ce problème en 2022. La FFA a estimé que la disponibilité des pièces détachées pour les voitures électriques chinoises pouvait poser problème et était même insuffisante, jusqu'à affirmer qu'elle pouvait compromettre la sécurité des usagers de la route. Alors les constructeurs chinois ont pris conscience du problème et tentent de le résoudre. Il est probable que le problème subsiste encore un petit peu, enfin pendant quelques années. Il nécessite des investissements importants de la part des constructeurs. Et puis, il y a eu effectivement, il semblerait qu'il y a eu des témoignages d'automobilistes qui ont rencontré des problèmes de disponibilité des pièces. On a deux exemples là, après une petite recherche, un automobiliste qui avait acheté une BYD Tang en 2022, qui a dû attendre 6 mois pour obtenir un nouveau vitrage arrière après un accident. Et puis un autre automobiliste qui avait acheté une MG ZS EV en 2023, qui a dû faire réparer son pare-brise à l'aide d'un vitrage qui n'était pas d'origine, car il semblerait que le constructeur n'ait pas eu le vitrage d'origine en stock, en tout cas au moment de cet incident. Alors tout ça à prendre avec beaucoup de précautions, mais ça semblerait effectivement corroborer les difficultés que peuvent rencontrer les constructeurs chinois. Donc, affaire à suivre. Merci pour la question, Jean-Marc. Bonjour la communauté d'Automobile Propre, Maxime de Strasbourg. Je roule en Tesla Model Y propulsion. J'avais une question concernant la fonctionnalité Plug and Charge qui avait été évoquée dans un article de 2021 sur Automobile Propre. Cette fonctionnalité qui permet l'authentification du véhicule directement sur les bornes. Est-ce que cette fonctionnalité est toujours en cours de développement ? Est-ce que
certains fournisseurs vont la déployer? Est-ce que certains constructeurs automobiles vont la rendre plus accessible? Voilà, qu'en est-il de cette fonctionnalité très pratique pour chaque personne? Merci. Merci Maxime pour cette question sur le plug and charge. Alors, on a déjà, l'un des membres du groupe WhatsApp a déjà partiellement répondu à la question. Je vais reproduire sa réponse ici car elle est assez limpide. Christophe nous dit donc que le plug and charge est directement lié à l'implantation de l'ISO 15118 et des versions OCPP2.XX. Alors c'est très technique, mais ce qui est en fait la réalité, c'est que ça va prendre un petit peu de temps et une coordination entre les constructeurs de véhicules, les fabricants de bornes et les développeurs de logiciels. Christophe nous précise que le problème n'est pas technique, mais plutôt business. Alors c'est quoi le plug and charge? Effectivement, c'est la possibilité de recharger sa voiture sur une borne électrique sans avoir à sortir de moyens de paiement ni avoir à initialiser manuellement la recharge. Il suffit de brancher sa voiture sur la borne et la charge démarre automatiquement. C'est un protocole qui permet en fait à la voiture de dialoguer avec la borne et vice versa, et la voiture est reconnue directement par la borne. Alors sans rentrer trop dans les détails, en fait, il y a plusieurs opérateurs déjà qui proposent le plug and charge de tête. Je peux en citer quelques-uns: Ionity, Electra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fastned, Drive Echo, peut-être d'autres, et puis évidemment Tesla avec les voitures de sa propre marque. Ce qu'il faut faire généralement, c'est qu'il faut télécharger l'application de l'opérateur et puis se créer un compte et aller sur le menu plug and charge ou autocharge et puis activer l'autocharge. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra faire une première recharge sur la station en question manuellement. Et à partir de là, la voiture sera reconnue pour les prochaines recharges et le plug and charge fonctionnera automatiquement. Attention, cependant, il y a certains véhicules ne sont pas compatibles avec le plug and charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la plupart des voitures qui sont équipées d'une prise combo CCS qui peuvent être compatibles avec l'auto-recharge, le plug and charge, mais à condition que ces voitures aient un identifiant unique. Or, certaines voitures électriques ont un identifiant partagé, ça veut dire qu'elles ont un identifiant qui est probablement le même pour tous les modèles de la même gamme, et c'est le cas par exemple de l'Audi e-tron, de la Cupra Born, de la Lucidaire, de la Mazda MX-30, des Golf ID3 et ID. Ça fait quand même beaucoup de voitures qui ne sont pour l'instant pas disponibles avec le plug and charge, mais on espère bien que ça va changer rapidement. Voilà Maxime, merci pour votre question. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!